Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie du cours sur la neurobiologie des conduites suicidaires pour les internes de psychiatrie de première année. Nous allons parler aujourd'hui des études neurocognitives et puisqu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, je vais vous présenter essentiellement les travaux que j'ai menés depuis une vingtaine d'années qui ont pour vous l'intérêt de montrer comment on peut explorer parallèlement différents niveaux de compréhension des conduites suicidaires comme on a évoqué lors de la première partie de ce cours. Je n'ai pas de lien d'intérêt à ce jour qui pourrait influencer mon propos. Donc l'idée des neurosciences cognitives, c'est de poursuivre notre tentative de compréhension de ces comportements extrêmement complexes, les conduites suicidaires, avec l'idée derrière qu'on pourra mieux soigner et mieux prévenir. Alors pour cela, il faut finalement qu'on fasse ce qu'on pourrait appeler une dissection phénotypique, mais neurocognitive à l'aide de différents outils. Vous voyez ici une IRM, vous voyez ici une batterie de tests neuropsychologiques. Je ne vais pas en parler, mais il y a aussi des études qui utilisent par exemple l'EEG ou les potentiels évoqués et, et d'autres techniques. Donc toute technique finalement qui va étudier chez l'être humain les processus de pensée avec un lien entre le processus lui-même, le vécu et le cerveau, à la fois la structure et le fonctionnement. Avec idéalement l'idée qu'on puisse à terme identifier des biomarqueurs qui seraient prédictifs, alors prédictifs d'actes suicidaires, prédictifs de récidives suicidaires, de réponses thérapeutiques. On a vu que c'était extrêmement compliqué la prédiction, on espère avoir de nouveaux marqueurs, pas plus peut-être en pensant qu'ils vont être meilleurs que les autres, mais qu'associés aux autres, que ce soit des facteurs sociodémographiques, cliniques, etc., on puisse améliorer la prédiction. Mais aussi identifier des cibles thérapeutiques plus personnalisées. Alors là, je vous montre une image de stimulation magnétique transcrânienne, mais il ne s'agit pas seulement de ce type de technique. On pourrait avoir des cibles thérapeutiques, pharmacologiques ou psychothérapeutiques, qui soient différentes de seulement rémission de dépression, qui est quelque chose d'assez vague finalement, puisque la dépression est quelque chose d'assez hétérogène. Donc identifier des cibles cognitives, on parlera tout à l'heure par exemple de la prise de décision risquée, comment améliorer la prise de décision risquée, ça pourrait être une cible, et je pense que ça doit être d'ailleurs une cible thérapeutique euh, dans l'idée d'améliorer la vulnérabilité suicidaire, on y revient dans un instant. Alors quand on parle d'imagerie, la première idée qui vient en tête, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui, si on fait un scanner, si on fait une IRM, est-ce qu'on peut repérer des structures cérébrales, leur volume pourrait être, nous faire dire que la personne est à risque suicidaire. Alors il y a eu beaucoup d'études menées, et en 2019, on a publié un article qui est une méta-analyse de 12 études d'IRM structurelles, qui sont des études qui ont comparé des suicidants et des non-suicidants, et qui toutes ont utilisé un modèle d'analyse cerveau entier. Parce qu'évidemment, il y a des études qui ne trouvant pas de différence entre les groupes lorsqu'on commence à corriger pour les tests multiples, vont se focaliser sur une région particulière. Alors si on fait cerveau entier, qu'on utilise une technique d'analyse d'imagerie qui s'appelle Ginger Ale, on ne trouve pas de différence significative entre les suicidants et les non-suicidants. Depuis, il y a eu d'autres méta-analyses, et même des méta-analyses très très larges, notamment faites par le groupe Enigma. Enigma, c'est un consortium de chercheurs qui mettent en commun leurs données pour répondre à des questions. Alors c'est très intéressant, même s'il y a des biais, puisque finalement chaque étude a été montée indépendamment. Alors il y a des techniques d'acquisition d'imagerie qui sont différentes, des mesures des conduites suicidaires qui sont différentes, des manières de faire différentes. Mais enfin, l'idée, c'est qu'on va mettre en commun plein de données, même si elles présentent certaines variabilités. Et puis, on va pouvoir répondre à ces questions. Donc, il y a de nombreuses études qui ont été publiées avec de gros échantillons et qui finalement retrouvent de microscopiques différences avec une taille d'effet toute petite. Donc, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de marqueurs cérébraux structurels robustes
hein, qui nous permettrait de dire cette personne est à risque suicidaire ou cette personne ne l'est pas. Alors ceci dit, il est possible quand même que, comme on en a déjà discuté hein, précédemment, les volumes cérébraux ne soient pas associés au fait d'être suicidant ou pas suicidant, mais à certains aspects finalement cliniques du risque suicidaire. Dans un article publié en 2015 avec mon étudiant de doctorat, Anthony Gifouni, nous avions regardé le volume des noyaux sous-corticaux hein, qui sont représentés ici. Je vous rappelle le noyau caudé, le thalamus, le noyau accumbens, le putamen, le pallidum, l'hippocampe et l'amygdale, les principaux noyaux sous-corticaux. Et on a regardé s'il y avait des différences à nouveau entre suicidants et non suicidants. Il n'y en avait pas. Mais ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait une corrélation négative entre le volume du noyau accumbens et la létalité du geste passé. Alors, c'est intéressant, cette corrélation avec une dimension suicidaire, parce que ça laisse penser que ce noyau pourrait finalement contribuer à la manière dont l'acte est réalisé. Le noyau accumbens participe finalement à l'élaboration des comportements et ce que nous dit ce résultat, c'est que peut-être, alors c'est une corrélation, hein, une corrélation n'est pas causation, mais pour faire une traduction littérale de l'anglais, mais l'idée c'est que effectivement certaines structures cérébrales profondes participeraient pas non pas à la décision directement de l'acte, mais peut-être à la manière dont l'acte est réalisé. Et dans l'étude dont je parlais précédemment, on a aussi regardé s'il y avait des différences entre les groupes selon certaines dimensions suicidaires. Et ici, on a regardé précisément les suicidants qui avaient une histoire de geste suicidaire violent. On y revient, on en a parlé plusieurs fois, de ce choix d'un geste suicidaire violent sur le plan clinique, sur le plan de la sérotonine, lors du dernier cours. Eh bien, peut-être il y a aussi des différences en termes de volume, notamment du volume du noyau caudé. Donc encore une structure cérébrale profonde qui, donc ici, est associée au choix d'un moyen suicidaire violent. Et l'interprétation est un peu similaire à celle que je viens de donner pour le noyau accumbens, c'est-à-dire que ces noyaux profonds pourraient contribuer à la manière dont l'acte est réalisé. Comme si finalement le cerveau avait pris la décision de mourir, mais qu'il y a ensuite d'autres structures qui vont faire le choix du moyen et la manière dont le geste est réalisé, ce qui est évidemment très très important puisque c'est ce qui va contribuer en grande partie à la létalité ou pas du geste, et éventuellement à l'issue fatale du geste. Alors c'est un résultat qui doit être répliqué, vous voyez ça a été fait sur de petits échantillons, hein, 13 versus 34 sujets, mais c'était évidemment assez compliqué à mener une étude chez les personnes qui ont réalisé un geste suicidaire violent. D'abord la plupart, enfin beaucoup sont morts, et ceux qui ne sont pas morts peuvent avoir eu des conséquences physiques très très importantes qui empêchent la réalisation de recherches. Par exemple, s'il y a une atteinte cérébrale ou si par exemple il y a du métal dans le corps, hein, parce qu'il y a dû y avoir des opérations chirurgicales, donc là on ne peut pas faire d'IRM. Alors ceci dit, on est en train de mener un projet de recherche qui est une collaboration entre Nîmes et Jena en Allemagne, deux endroits où j'ai travaillé, et on a un projet commun où on va étudier spécifiquement cette population de suicidants violents en imagerie à l'aide de tests neuropsychologiques. On va aussi mesurer des paramètres de douleur physique. Alors un dernier résultat de cette même étude, c'est qu'on trouve aussi une association entre certaines modifications cérébrales et le fait d'avoir une histoire familiale de suicide. Je vous rappelle, c'est un facteur de risque important de suicide parce qu'il y a une transmission d'un certain nombre de choses. On va revenir sur la transmission du risque de la prise de décision risquée dans un instant, mais il pourrait y avoir aussi une transmission finalement
volume de certaines structures. On sait que le volume est en partie héritable. Et dans cette analyse qui a été réalisée sur un plus grand nombre de sujets, 35 contre 99, on trouvait un certain nombre de différences cérébrales entre les personnes avec ou sans histoire familiale de suicide. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on trouvait à peu près les mêmes différences, que les sujets soient des sujets sains, sans histoire de dépression ni de conduite suicidaire, que ce soit des patients avec une histoire de dépression mais sans histoire personnelle de tentative de suicide, ou que ce soit des suicidants. Donc, un certain nombre d'anomalies, vous voyez, qui ne sont pas spécifiques des suicidants, mais qui sont retrouvées chez tout sujet avec une histoire familiale de suicide. Donc on est vraiment un peu ici dans quelque chose qui est une approche presque endophénotypique, on pourrait dire. Alors ces anomalies, vous voyez sur l'image, elles portent sur différentes régions, préfrontales, pariétales et même sous-corticales. Alors, pas très intéressant que vous connaissiez le détail de ces études dans ce cours, hein, essentiellement pour savoir que ces résultats existent et comprendre un peu la méthodologie. Donc on disait que c'est assez difficile de trouver des différences locales, régionales, cérébrales, même si certaines pourraient être corrélées à certaines dimensions suicidaires. Peut-être que la réponse en fait se trouve plus au niveau de la connectivité structurelle. Et donc là, je vous résume quelques études qui ont été menées, qui ont identifié par une technique qui s'appelle l'imagerie par tenseur de diffusion, ou DTI, certaines différences entre suicidants et non suicidants dans différentes voies de connectivité. Alors, ces résultats ne sont pas toujours répliqués, là aussi, pas nécessaire que vous les appreniez par cœur, mais c'est pour vous dire que peut-être qu'au-delà de ces différences de volume ou d'épaisseur corticale, hein, ou de surface corticale, je ne vous ai pas montré ces résultats, mais c'est aussi un type d'analyse qu'on peut faire, eh bien, il y a probablement aussi des atteintes de la connectivité structurelle, et on reviendra tout à l'heure sur la connectivité, mais cette fois-ci fonctionnelle. Donc, très globalement, on peut dire qu'il y a possiblement des anomalies structurelles qui sont en réalité très fines. Peut-être que nos outils ne peuvent pas encore les mesurer précisément. Hein. Les études ont été faites essentiellement avec des IRM 3 Tesla, 1,5 pour les plus anciennes. Peut-être que nos outils d'analyse eux-mêmes ne sont pas suffisamment performants, donc acquisition, analyse, mais aussi évidemment le problème de la grande hétérogénéité des groupes que nous comparons. On revient toujours à ce problème, quelle que soit la mesure que l'on fait. Et puis donc le dernier point de résumé, c'est que probablement en fait ça concerne un grand nombre de régions cérébrales et puis surtout leur connectivité. Alors, si le structurel n'a pas donné pleinement satisfaction, est-ce que les analyses fonctionnelles ont été plus prolifiques? Alors oui et non, mais il y a de beaux résultats et on va commencer par tout ce qui concerne les cognitions sociales. Évidemment, c'est très pertinent puisqu'on sait que la crise suicidaire survient très souvent dans un contexte d'événements de vie stressants, proximal, et que par ailleurs ces événements sont essentiellement d'ordre interpersonnel. Donc la manière dont les personnes perçoivent leur environnement social et y répondent est tout à fait pertinent pour la compréhension des gestes suicidaires. Alors une première étude que j'ai menée à Londres dans le laboratoire de Mary Phillips avec une collègue anglaise qui s'appelle Natalia Lawrence, et nous avons décidé de comparer 3 groupes d'hommes, 13 suicidants, 14 patients contrôle et 16 sujets sains. Donc ça c'est une méthodologie
maintenant très largement utilisé, avoir ces trois groupes qui permet d'avoir un groupe de référence qui est les sujets sains, et puis deux groupes de patients avec ou sans tentative de suicide. Alors les patients n'étaient pas déprimés au moment du scanner, ça c'est intéressant. Donc qu'est-ce qui reste finalement, même quand ils ne sont pas déprimés? Très peu étaient sous traitement médicamenteux, donc ça nous a enlevé finalement un biais possible de modification de l'activité cérébrale. Et surtout, il n'y avait pas de différence significative sur le plan sociodémographique et clinique entre les deux groupes de patients. Donc même âge, même niveau d'éducation. Le NART, c'est un score de mesure verbale. Même niveau de dépression et d'anxiété, même nombre d'épisodes dépressifs passés, même âge au début de la dépression. Donc très très similaires, les deux groupes de patients étaient très très similaires, une seule différence, certains étaient passés à l'acte suicidaire et d'autres pas dans leur vie. Et la condition expérimentale a consisté à leur montrer des images de visages, alors, ça s'appelle les visages d'Ekman, du nom de l'inventeur de ces visages, Paul Ekman, qui est un psychologue américain qui a travaillé sur l'expression des émotions. Et on a montré deux séries de visages, des visages qui exprimaient la colère et des visages neutres en alternance, et une série de visages heureux ou neutres. L'ordre était contrebalancé, et puis il y avait des émotions à 50 et 100%. Alors on ne parlait pas du tout d'émotions aux participants, on leur disait juste, voilà, vous allez voir des visages, et avec un petit bouton, vous allez répondre si c'est un homme ou une femme. Donc les participants étaient totalement concentrés sur une tâche qui était celle d'identifier le sexe des visages. Évidemment, pendant qu'ils regardaient ces visages, leur cerveau traitait en arrière-plan les émotions qui étaient présentées, c'est-à-dire les visages neutres, les visages de colère et les visages de joie. Et ce qu'on a montré, c'est un papier qui a été publié en 2008, quand je suis rentré de Londres pour revenir à Montpellier, c'est que lorsqu'on compare les suicidants et les patients contrôle, eh bien, il y a une augmentation de l'activité d'une région cérébrale qui est le cortex orbitofrontal latéral droit, que vous voyez représenté sous forme de petits points rouges sur l'image, en réponse à la colère, sachant qu'on fait un contraste colère-visage neutre, mais pas à la joie. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de cette région dans les trois groupes, vous voyez la référence que sont les sujets sains, HC, et vous voyez aussi que les deux patients, donc les patients contrôle qu'on a appelé AC, Affective Controls, ici, ont une réduction de leur activité, comme s'ils contrôlaient fortement l'activation de cette région, alors que les suicidants, SA, ont une augmentation de l'activité, ce qui fait une différence significative entre les deux groupes. Donc l'interprétation qu'on en a donnée, c'est que les suicidants, finalement, ont une réponse très forte au visage de colère. Qu'est-ce que c'est la colère finalement? C'est une manifestation du rejet et de la désapprobation. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre comportement qui met en colère la personne qui vous fixe. Et cette réponse, vous voyez, elle est très différente entre les suicidants et les patients contrôle. Vous voyez, sur le graphique, ce n'est pas un effet dose-réponse, entre guillemets. Et on pourrait dire, voilà, les sujets sains ont une faible réactivité, les patients contrôle une activation plus forte et les suicidants une activation encore plus forte, comme si les suicidants, c'était des patients plus sévères. En fait, ce que montre notre étude, c'est que la réponse à ces visages de colère est en fait différente entre les suicidants et les patients contrôle. Elle est qualitativement probablement différente. Donc ça, c'était un résultat tout à fait intéressant. Alors je suis rentré de Londres, après ça, je suis revenu à Montpellier et j'ai tenté de mettre en œuvre une réplication, ce qui se fait assez rarement malheureusement en neurosciences et en neurosciences cognitives. Et voilà les résultats. Donc on a recruté à Montpellier les patients similaires en quelque sorte avec les mêmes critères. Donc 15 suicidants, 23 patients contrôle et 35 sujets sains, tous des hommes normothymiques. Et quand on fait le contraste entre les suicidants et les patients contrôle pour la différence visage de colère, visage neutre, eh bien on trouve une augmentation
de l'activation dans le cortex orbitofrontal latéral gauche. Alors c'était une réplication de la région, mais pas du même côté. Alors c'était pas loin. Mais on n'a pas trouvé la même chose pour les visages de joie et les visages tristes. Alors ça c'est intéressant, j'en ai pas parlé pour l'étude précédente, mais c'est que ça semble être assez spécifique à ces signaux que, que montre, qu'exprime finalement la colère, ce message qu'exprime la colère, qu'on ne retrouve pas pour les visages de tristesse et les visages de joie. Donc il semble y avoir au niveau de cette région, qui est le cortex orbitofrontal, qui est une zone importante du cerveau, c'est un hub, c'est une zone de convergence d'informations et de connectivité à de nombreuses régions, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qui reçoit et qui émet des connexions avec différentes régions du cortex préfrontal, mais aussi avec des régions plus postérieures, pariétales, et avec des régions profondes, des noyaux sous-corticaux. Alors à Montpellier, on a monté une deuxième étude dont j'ai été l'investigateur principal avant de partir à Montréal, et qui a consisté à étudier cette fois la sensibilité à l'exclusion sociale. Donc on voulait une deuxième condition finalement de stress social, si vous voulez, qui soit peut-être un peu plus spécifique que les visages de colère. Alors pour cela, on a recruté cette fois-ci 3 groupes de femmes, 36 suicidants, 41 patientes contrôle, sans histoire personnelle tentative de suicide, et 28 sujets sains. Aucune n'était déprimée au moment du scanner, encore une fois, avec l'idée d'aller regarder ce qui est de l'ordre de la vulnérabilité qui apparaît sous la dépression. Malheureusement, la plupart recevaient un traitement médicamenteux. Alors, il n'y avait pas de différence, là, à nouveau, sur le plan socio-démographique et clinique, entre les deux groupes de patients. Cette fois-ci, le test qu'on a utilisé, c'est le Cyberball Game, c'est-à-dire un test d'exclusion sociale qui a été développé par Naomi Eisenberger, avec une première publication dans Science en 2003. J'ai déjà parlé de Naomi Eisenberger lorsque j'ai parlé de la douleur psychique. Eh bien, elle a étudié au début cette douleur psychique grâce à ce test. Alors, c'est un petit test marrant. Vous dites au participant qui va être dans le scanner, qui va jouer avec 2 autres personnes qui se trouvent dans 2 autres scanners. Et sur l'écran, il est représenté par les petits bras qui se trouvent, la petite main là qui se trouve juste devant. Et les 2 autres personnages, vous voyez, avec qui il joue, sont à droite et à gauche. Et le jeu, c'est de se passer la balle. Alors, on se passe la balle et le participant peut choisir de le passer au personnage de gauche ou au personnage de droite. Et à un moment, évidemment, on lui dit pas à l'avance, mais à un moment, les autres participants vont commencer à lui envoyer moins souvent et puis complètement arrêter de lui envoyer la balle. Ce que Heisenberger montre, c'est que même chez des femmes saines, sans aucune pathologie mentale, eh bien, il y a le sentiment d'exclusion qui naît et qui est associé à certaines régions cérébrales, notamment le cortex cingulaire antérieur, mais aussi le cortex préfrontal ventral, ventrolatéral, c'était très proche de notre région orbitofrontale qu'on a démontré précédemment. Alors qu'est-ce qui se passe si on utilise ce test chez dans nos 3 groupes? Eh bien, on identifie 3 régions qui répondent différemment. La première région, qui est en rouge sur la figure, qui est le gyrus supramarginal, qui est une région pariétale. Et comme vous voyez, lorsqu'on fait le contraste entre les moments où la personne est en situation d'exclusion versus le moment où elle était en situation d'inclusion, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, on trouve une différence entre les 3 groupes. Les suicidants, vous voyez, répondent différemment des patients contrôle qui répondent même différemment des sujets sains. Là, on est plus dans une configuration dose-réponse, vous voyez, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça a l'air d'être plus marqué chez les suicidants que chez les patients contrôle pour cette région.
Alors c'est une région qui est intéressante dans ce contexte parce que c'est une région qui est impliquée dans les processus de cognition sociale. Et on trouve une deuxième région, là aussi qui diffère entre les trois groupes, qui est l'insula postérieure. L'insula postérieure est intéressante parce qu'elle est impliquée dans le traitement de la douleur physique. C'est un petit peu étonnant, mais pas forcément pour vous, maintenant qu'il y avait entendu ce que je vous ai dit la dernière fois sur la douleur physique, qui finalement, de la douleur psychologique, qui se serait construite aussi en partie sur un réseau préexistant archaïque de douleur physique. Alors, vous voyez là aussi une sorte de dose, d'un effet dose-réponse avec une différence négative très marquée chez les sujets sains, moins marquée chez les patients contrôle et très peu marquée chez les suicidants. Voilà, donc ça c'est un article qui a été publié en 2018. Le premier auteur est Émilie Ollier, qui était mon étudiante et qui a fini l'étude après mon départ de Montréal. Alors il y a d'autres études qui ont été menées. Je vous parle d'une qui a utilisé un test très connu qui s'appelle l'Ultimatum Game. C'est une étude qui a été conduite à Pittsburgh par Cathy Xanto, qui est le premier auteur de cette étude, et Alexandre Dombrowski. Ce sont deux chercheurs qui ont beaucoup publié sur les neurocognitions des conduites suicidaires chez le sujet âgé. Donc là, ils ont étudié des sujets âgés. L'Ultimatum Game, c'est un test très très intéressant où vous avez deux personnes, un qui fait des offres et un qui peut les accepter ou les refuser. En sachant que s'il accepte l'offre, il reçoit exactement ce qui a été offert, et s'il rejette l'offre, personne ne reçoit rien. Alors évidemment, le test est fait pour tester certaines choses, et notamment le sentiment d'injustice, et donc les offres sont parfois de 50-50, mais rapidement c'est je prends 60 et je te donne 40, ou je prends 70 et je te donne 30, voire je prends 90 et je te donne 10. Donc ça devient de plus en plus injuste. Et ce qui a été montré par Cathy et Alex, c'est que les suicidants âgés, notamment ceux qui ont fait des gestes à haute létalité, tendent à rejeter toutes les offres injustes, même celles qui sont faiblement injustes, comme 60-40. Donc ils préfèrent ne rien avoir plutôt qu'il y ait un peu d'injustice. Alors que habituellement, on voit ça chez les sujets sains, eh bien 50-50, quasiment tout le monde accepte, 60-40 un petit peu moins, mais la plupart des gens acceptent, 70-30 de moins en moins, 90-10, quasiment tout le monde refuse. Vous voyez, donc il y a une espèce de gradation. Plus l'offre est injuste, plus il y a de refus et de rejet. Et ça n'est pas le cas chez les suicidants à haute létalité. Donc c'est un effet qui est médié par la perception de justice finalement, et pas tellement par la magnitude de la récompense, mais plutôt par vraiment l'inégalité, l'injustice. D'accord ? Donc l'idée que, à nouveau, les suicidants sont particulièrement sensibles à certains signaux ici de l'injustice. Alors, on a conduit à Nîmes avec mon collègue et ami Fabricio Pereira et l'équipe de Nîmes, conduite par Mokranaba, une étude chez les sujets âgés. Et alors je ne peux pas vous montrer les résultats parce qu'ils sont en cours d'analyse, pas encore publiés, mais on a utilisé l'Ultimatum Game en IRM et on montre effectivement des différences entre suicidants et non suicidants dans différentes régions cérébrales. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on ne trouve pas de différence en termes de niveau de rejet entre les deux groupes de patients, mais la différence se fait au niveau de la réponse cérébrale. Donc c'est des échantillons tout petits, à nouveau, hein, c'est 19 versus 19. Mais donc ça ne suffit pas à montrer des différences au niveau comportemental, mais ça permet d'identifier des différences au niveau physiologique finalement, de la réponse physiologique. Il y a plein d'études hein, où on retrouve ça. C'est-à-dire une absence de différence dans les mesures grossières comportementales, mais une différence en termes de réponse physiologique, telle qu'on peut la mesurer en IRM ou d'une autre manière. Alors un dernier point pour ce grand chapitre sur les cognitions sociales, c'est la douleur psychologique. Je vous remontre l'échelle qu'on
qu'on a utilisé, que je vous ai déjà présenté, une échelle visuelle analogique qui mesure différents niveaux de douleur physique, psychologique et d'idées suicidaires. Et c'est cette échelle qu'on a utilisée donc là à Montréal, quand je travaillais à Montréal, chez 38 patients déprimés qui ne recevaient pas de traitement. C'est assez compliqué, avoir des patients déprimés sans traitement, mais c'était dans l'attente d'un nouveau traitement, et donc c'est là qu'on les a scannés. Et on a montré une corrélation entre la douleur psychologique moyenne au cours des 15 derniers jours et 11 clusters cérébraux qui ont été mesurés cette fois-ci en resting state. Alors je reparlerai du resting state un peu plus tard. Je voulais vous montrer ces résultats ici puisque ça fait sens de parler de la douleur psychologique au moment des cognitions sociales, puisque les cognitions, perception d'injustice, de rejet social, d'exclusion sociale, eh bien, conduit à la douleur psychologique. Donc là, on n'a pas provoqué cette douleur psychologique, on a juste mesuré, les patients ont mesuré eux-mêmes leur douleur psychologique au cours des 15 derniers jours durant la dépression, et puis ensuite, on a mesuré leur activité cérébrale au repos. Et il y a différentes régions cérébrales qui ressortent, là aussi, il ne s'agit pas pour moi de rentrer dans les détails des régions, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour ce cours. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir les résultats. Mais on mesure différents réseaux, alors, c'est-à-dire des régions qui ont tendance finalement à s'activer ensemble. Donc il y a différents réseaux de resting state qui ont été identifiés. On s'est focalisé sur 4 ici, le réseau des noyaux des ganglions de la base, le Default Mode Network, vous savez, qui est cet ensemble de régions qui s'activent plus au repos et qui a tendance à diminuer lors de l'activité cérébrale, un réseau de fonctions exécutives centrales et un réseau de salience. Eh bien, la perception de la douleur psychologique mesurée par cette échelle est corrélée avec plusieurs de ces régions de ces quatre systèmes. Alors je voulais vous montrer cette étude également pour cet autre résultat, qui est une tentative de corrélation entre l'expression périphérique mesurée dans le sang de différents gènes qui ont été sélectionnés et de l'activité cérébrale liée à la douleur psychologique. Donc on fait des ponts, vous voyez ici, entre différents niveaux de compréhension, c'est-à-dire l'expression des gènes, rappelez-vous le schéma général, c'est tout en bas, et donc l'activité cérébrale, c'est un niveau un petit peu plus élevé, au repos. Donc on a sélectionné une centaine de gènes et il y a 4 gènes qui ont été corrélés à différentes régions cérébrales à un niveau au moins à 0,05 et certains étaient encore significatifs après correction de Bonferroni. Alors là aussi on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin ces gènes c'était le récepteur 5-HTR2B, donc un des récepteurs sérotoninergiques, également le 5-HTR3A, TPH1 dont on a déjà parlé, qui était cette enzyme limitante de la synthèse de la sérotonine, et OPRL1 qui est un récepteur à la nociceptine, qui est un système associé à la douleur physique. Vous voyez, c'est très très intéressant. Donc sérotonine et nociceptine, qui sont donc corrélés à différents clusters. Vous voyez représenter les 11 clusters avec leurs coordonnées, leur région, l'identification de la région cérébrale, et puis les corrélations qui sont représentées à droite. Voilà, donc le cluster qui était le plus associé, c'était avec l'expression, donc le niveau d'expression dans le sang du récepteur 5-HTR2B et 3 clusters qui sont des clusters pariétaux et précuneus, qui est aussi une région pariétale supérieure. Bon, maintenant on passe donc à la troisième partie, après l'imagerie structurelle et les cognitions sociales. On va voir la prise de décision qui a été
un de mes grands champs de recherche depuis 20 ans. Et cette recherche, elle a commencé durant mon master en neurosciences en 2001. En 2001, un des chercheurs qui collaborait avec Montpellier, Alain Malafosse, qui travaillait à Genève, avait eu l'idée pour mon master de faire passer aux patients suicidants l'Iowa Gambling Task. Donc l'Iowa Gambling Task, c'est un test de prise de décision qui a été développé par Antonio Damasio, qui est un neurologue travaillé dans l'Iowa, d'origine portugaise, et Antoine Béchara, un psychologue d'origine libanaise. Et ils avaient constaté que les patients avec des lésions du cortex orbitofrontal, le même dont on vient de parler, eh bien, avaient souvent des problèmes à faire des choix dans leur vie, des choix avantageux, et que les batteries de tests neuropsychologiques classiques ne montraient pas ces anomalies. Certains avaient des performances très très bonnes si la lésion était très localisée. Alors, quelle que soit la lésion, hein, ça pouvait être une lésion traumatique, ça pouvait être un accident vasculaire, ça pouvait être une tumeur. Et donc, si la lésion était très localisée, on voyait très clairement un changement de comportement depuis l'apparition de la lésion et qu'on n'arrivait pas à capter par les tests neuropsychologiques habituels. Donc, ça renvoie aussi à une histoire très très connue, hein, celle de Phineas Gage, qui est racontée par Damasio dans son livre très connu L'erreur de Descartes. Et donc, ils ont développé ce test pour essayer de mesurer ses capacités de prise de décision. Alors, le test, vous voyez ici la version originale. 3 paquets de cartes. On dit au sujet de choisir une carte du paquet de son choix. Quand il choisit une carte, il peut gagner de l'argent ou gagner et perdre de l'argent. Alors, on lui donne 2000 $ au début. Et puis, l'objectif, c'est de gagner le plus d'argent possible. Alors, ce qu'on ne lui dit pas, c'est qu'il va jouer 100 cartes. Et après, ça s'arrête. Et ce qu'on ne lui dit pas, c'est qu'il y a 2 paquets risqués et 2 paquets sûrs. Les paquets risqués, c'est les paquets où on gagne beaucoup d'argent, mais quand on perd plus d'argent encore. Donc c'est très attirant, mais au long cours, c'est risqué et désavantageux. Et les paquets sûrs, c'est les paquets où on gagne peu d'argent, mais quand on perd moins, et donc c'est avantageux au long cours. Alors le test est fait de telle manière qu'il n'y a pas de calcul possible, parfois dans les paquets risqués on gagne et parfois dans les paquets sûrs on perd. C'est difficile de faire un calcul finalement. Et Béchara et Damasio ont suggéré qu'il fallait être guidé finalement par une sorte de marqueurs physiologiques internes, intuitifs, qu'ils ont appelés les marqueurs somatiques. C'est ça, plus que la compréhension explicite, qui guide les choix. Alors ça a été très critiqué, en fait, la réalité est probablement entre les deux, c'est encore mieux si on a les marqueurs somatiques et une compréhension explicite. On va revenir sur cette idée de compréhension explicite chez les suicidants dans un instant. Mais voilà, c'est le test qu'on a utilisé, donc j'ai écrit à Béchara, et à l'époque il m'a envoyé une disquette. Donc j'ai toujours cette disquette que j'ai utilisée dans un gros ordinateur portable, et je me suis baladé pour essayer de trouver des patients et des sujets sains. Donc voilà le papier qui en est sorti, qui a été publié avec un peu de délai. Entre parenthèses, c'est mon premier papier en tant qu'auteur principal, et on a dû envoyer l'article en version papier. Il n'y avait pas encore, comme aujourd'hui, la possibilité de soumettre les articles par Internet. Alors ça a été le seul papier, hein, très vite, à cette époque-là, la soumission des articles a changé. Donc c'est un papier qui était publié dans l'American Journal, et vous voyez on a recruté 4 groupes de sujets, 82 sujets sains, 25 patients contrôle, 37 suicidants qui avaient fait uniquement des gestes non violents et 32 suicidants violents. Donc j'avais eu l'intuition qu'il fallait absolument recruter ces 2 types de suicidants séparément, et non pas un groupe de suicidants. Deuxième point, tous les patients sont normothymiques, encore une fois avec l'idée qu'on allait mesurer finalement quelque chose qui est de l'ordre du trait et de la vulnérabilité plutôt que l'état dépressif. Alors à gauche vous avez le graphique qui représente le score net, c'est-à-dire la différence entre les choix sûrs et les choix risqués. Donc plus c'est positif, plus ils ont fait de choix sûrs, et plus c'est négatif, plus ils ont fait de choix risqués. Vous voyez que les sujets sains et les patients contrôle ont fait plutôt des choix positifs.
Les suicidants qui ont fait des gestes uniquement non violents sont autour de 0, donc ils n'ont pas fait de choix sûr ni de choix risqués, ils ont fait à peu près le même nombre de choix. Et les suicidants violents sont encore différents puisqu'ils sont très négatifs, donc ils ont fait beaucoup plus de choix risqués que de choix sûrs. Si vous regardez le graphique de droite, vous voyez un peu l'évolution des choix par tranche de 20 choix entre le premier choix et le centième choix. Vous voyez en bleu les sujets sains, donc qui sont autour de 0 au début, ils vont d'un paquet à l'autre, et puis qui sont de plus en plus positifs, c'est-à-dire qu'ils apprennent à éviter les choix risqués et à aller vers les choix sûrs. C'est un peu ce qu'on retrouve en mode un peu dégradé chez les patients contrôle, mais il y a quand même une courbe d'apprentissage. C'est pas du tout ce qu'on voit chez les suicidants. Donc les suicidants qui font des choix non violents, en orange, tournent autour de 0. Donc ils font pas de choix sûrs, ils font pas de choix risqués, on a l'impression qu'ils cherchent un petit peu au hasard. Et c'est encore très différent chez les suicidants qui ont fait un geste violent dans leur vie, puisqu'après une période jusqu'à peu près au milieu du test où ils ont l'air de chercher, il y a un moment vers la fin du test, dans les 40 à 60 derniers choix, eh bien, ils décident d'aller vers les choix risqués. Ils se disent, ben voilà, je sais comment gagner maintenant, il faut aller là. Donc ils se trompent totalement, mais ils sont totalement attirés par les choix risqués qui va leur permettre de regagner de l'argent. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, cette forme en V inversée, elle est très très impressionnante parce que c'est ce qu'on retrouve dans les travaux de Béchara et Damasio chez les patients avec des lésions anatomiques du cortex orbitofrontal. Alors après ce premier résultat publié en 2005, plusieurs équipes de recherche ont tenté de le répliquer. On avait fait une première méta-analyse avec mon étudiant Stéphane Richard Devantois, étudiant de postdoc à Montréal, qui a été publiée en 2014. En 2021, on a mis à jour cette méta-analyse. Le premier auteur est Rebecca Perrin. Et on trouve une différence significative entre suicidants et patients non suicidants en termes de prise de décision. La prise de décision est moins bonne chez les suicidants que chez les patients contrôle. Ceci dit, l'effet est très significatif, mais la taille d'effet n'est pas très très importante. Donc avec le temps, la taille d'effet s'est réduite. C'est un effet classique en science où le premier résultat est très très fort, les résultats suivants tendent à diminuer. Cependant, dans une analyse secondaire, on a comparé les suicidants qui ont fait le choix d'un moyen violent et ceux qui ont fait le choix d'un moyen suicidaire non violent, et on trouve dans ces deux groupes de suicidants une différence significative. Donc il semble que le choix d'un moyen suicidaire violent soit aussi associé à plus de décisions risquées. Vous voyez, c'est à nouveau un résultat qui va dans le sens de l'identification d'un sous-groupe de suicidants qui ont ici des anomalies cognitives marquées au niveau de la prise de décision. Alors il y a des chercheurs canadiens, on a déjà parlé de David Klonsky lorsqu'on a parlé des modèles psychologiques, et David est intéressé par ces aspects neurocognitifs. Alors ils ont fait une méta-analyse pour essayer d'identifier quelles sont les anomalies cognitives qui sont associées au fait d'avoir des idées suicidaires versus non suicidaires. C'est la partie gauche de ce tableau, et la partie droite, ils ont comparé ceux qui avaient des idées suicidaires à ceux qui étaient passés à l'acte, donc la transition suicidaire. Et je vous ai encadré en rouge le résultat pour la prise de décision. La prise de décision ne distingue pas les suicidaires, donc qui sont non suicidants, des non suicidaires, patients, mais elle distingue les suicidaires des suicidants. Donc la prise de décision serait associée aussi à la transition suicidaire, ce qui n'est pas le cas de toutes les fonctions cognitives. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certaines semblent associées à la transition suicidaire et d'autres plutôt à l'émergence d'idées suicidaires. Donc on retrouve au niveau des fonctions cognitives la même chose qu'on retrouvait, on en a parlé dans d'autres cours, de certaines pathologies mentales sont plus associées à l'émergence d'idées suicidaires et d'autres plus à la transition suicidaire. Alors, après ces premiers résultats de prise de décision, sur la prise de décision chez les suicidants, eh bien, on a mené toute une série d'études à Montpellier, où je travaillais à l'époque,
pour poursuivre donc cette dissection, cette fois-ci, de la prise de décision risquée ou désavantageuse. On a trouvé par exemple une corrélation entre avoir plus de prise de décision risquée et avoir plus de problèmes dans les relations interpersonnelles proches. C'est intéressant parce que si on se dit que la prise de décision risquée c'est un facteur de vulnérabilité, on voit qu'il y a quand même une relation, c'est une corrélation, on ne sait pas dans quel sens ça marche, mais il y a une corrélation avec les facteurs de stress qui sont les problèmes dans les relations interpersonnelles. Donc on pourrait faire l'hypothèse qu'avoir une prise de décision risquée, c'est risquer d'avoir plus de problèmes dans les relations interpersonnelles, probablement par différents mécanismes qu'on n'explore pas ici. Et vous voyez ce lien entre un facteur cognitif de vulnérabilité et un facteur de stress. Deuxième résultat, une association entre certains variants génétiques du système sérotoninergique, donc le fameux 5-HTT-LPR, dans la région promotrice du gène du transporteur de la sérotonine, mais aussi un variant de TPH1, l'enzyme limitant de la synthèse de la sérotonine, et une région promotrice de la MAOA, qui est une enzyme de catabolisme de la sérotonine. Donc un lien qui semble exister entre des variants génétiques codants pour la sérotonine et la prise de décision risquée. Et puis Sébastien Guillaume, sur ces mêmes résultats, qui est maintenant professeur de psychiatrie à Montpellier, avait également retrouvé une corrélation, une association entre les maltraitances dans l'enfance et la prise de décision risquée. Vous voyez, la prise de décision risquée pourrait être une conséquence développementale de maltraitance dans l'enfance. Dans le même résultat, il a été montré une association avec un variant qui portait sur un récepteur du CRH, donc un des récepteurs de l'axe HPA. On y revient. Avec une corrélation avec les maltraitances dans l'enfance. Un point cependant, on trouvait chez les suicidants des anomalies de prise de décision, une prise de décision risquée, même quand même chez les gens qui n'avaient pas de maltraitance dans l'enfance. Donc ça ne peut pas être totalement expliqué par les maltraitances dans l'enfance. Donc vous voyez l'idée que la prise de décision risquée, finalement, c'est à l'interface entre des facteurs distaux et proximaux, facteurs qui sont à l'origine de la vulnérabilité et d'autres qui sont des facteurs de stress proximaux. Vous voyez, ça s'insère bien finalement dans ce modèle stress-vulnérabilité. Alors, très rapidement, une autre étude, là aussi basée sur ces données montpelliéraines, deux grands échantillons de suicidants, de 142 et 119 personnes, avec toute une série de tests. Et ce qu'on retrouvait, c'est qu'il n'y avait pas de corrélation entre la prise de décision mesurée par l'Iowa Gambling Task et différents processus cognitifs, comme la rapidité de traitement cognitive, l'attention, la flexibilité cognitive, l'inhibition cognitive, mesurée de différentes manières, et la mémoire de travail. Alors c'est les fonctions cognitives qui sont impliquées dans le processus suicidaire, je vais en dire un mot très rapidement à la fin, mais l'idée c'est que la prise de décision risquée n'est pas liée à des altérations des fonctions cognitives, en tout cas chez les suicidants. Elle semble liée à d'autres choses, dont on va parler dans un instant, mais pas à ça. Donc on avait proposé que finalement, les deux grands systèmes, selon certains modèles de fonctionnement cérébraux, c'est-à-dire le système intuitif, celui des émotions, de la valeur implicite des choses, étaient perturbés et étaient à l'origine des anomalies de prise de décision chez les suicidants, et puis qu'il y avait un autre système, celui du raisonnement, celui du fonctionnement cognitif plus explicite et des fonctions exécutives en partie, qui lui pourrait être aussi perturbé, mais n'expliquait pas les anomalies de prise de décision. Alors on continue cette exploration des anomalies de prise de décision chez les suicidants, et une étude que j'aime bien, qu'on avait faite à Montpellier, a consisté à étudier 144 sujets sains, 81 patients contrôles et 151 suicidants. Donc, vous voyez, on avait beaucoup recruté à Montpellier, de patients et de sujets sains. Et puis, on leur avait demandé à la fin de l'Iowa Gambling Task, est-ce que vous pouvez me dire tout ce que vous avez compris de ce test? Est-ce qu'il y a des différences entre les paquets? Donc, on explorait leur compréhension explicite du test. Et les réponses étaient classées en j'ai pas compris ou a très bien compris ou partiellement compris. Et ce qu'on montrait, c'est que les deux groupes de patients
avaient une moins bonne compréhension que les sujets sains, une différence significative, mais pas de différence entre les deux groupes de patients en termes de compréhension. Alors la deuxième question, c'était est-ce que finalement cette compréhension explicite guide les performances de prise de décision et permet une prise de décision meilleure. Alors vous voyez représentés ici nos trois groupes, les sujets sains, les patients contrôle et les suicidants. Et pour chacun des groupes, en bleu ceux qui ont compris ou partiellement compris, et en rouge ceux qui n'ont rien compris. Alors vous voyez que chez les sujets sains, ceux qui ont compris ont clairement de bien meilleures performances que ceux qui n'ont pas compris. C'est également vrai, même si c'est moins marqué, mais c'est significatif, chez les patients contrôle. Ça n'est pas du tout vrai chez les suicidants. Les suicidants qui ont compris n'ont pas de meilleure performance que les suicidants qui n'ont pas compris. Donc la compréhension explicite correcte n'est pas associée à de meilleures performances chez les suicidants. L'hypothèse qu'on a faite, c'est que avoir une compréhension explicite ne suffit pas. Donc ça, on est reparti vers la théorie ou l'hypothèse des marqueurs somatiques de Damasio et Becerra, c'est-à-dire qu'il faut par ailleurs des processus implicites, finalement qu'on a appelé plus tard de valuation, qui donne de la valeur aux choses, et c'est cette valeur qui permet de guider les choix, et peut-être que ce système ne fonctionne pas bien, comme on va voir dans un instant. Donc bien comprendre les choses, les patients ont acquis cette compréhension par eux-mêmes, on ne leur a pas dit, et bien même s'ils l'ont acquis par eux-mêmes, ils ne l'utilisent pas à bon escient. Donc il y a d'autres choses qui manquent qui leur fait dire oui, mais c'est le bon choix, c'est ce qu'il fallait faire, il fallait y aller. Il faut y aller. Donc, on continue notre exploration de la prise de décision des suicidants, et ça, c'est une étude qui a été menée avec Natalia Lorenz durant mon séjour à Londres. Et donc, chez les mêmes sujets que je vous ai présentés tout à l'heure avec les visages, eh bien, on leur a fait passer l'Iowa Gambling Task en IRM. Ça, c'est le premier résultat publié uniquement chez les sujets sains, juste pour vous montrer que la prise de décision est un processus extrêmement complexe, vous voyez, qui implique de nombreuses régions du cortex préfrontal et ne sont pas représentées, ne sont pas sorties ici les régions pariétales, mais qui sont également impliquées, ou les régions sous-corticales. Donc sortaient très très fortement lorsqu'on comparait les choix risqués et les choix sûrs chez ces sujets sains, des régions comme BA10, qui est une région très antérieure du cortex préfrontal, BA47, qui est notre cortex orbitofrontal latéral qui sortait tout à l'heure, BA32, qui est le cortex cingulaire antérieur. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on compare les suicidants et les patients contrôle? Eh bien, on retrouve une différence significative lorsqu'on fait le contraste entre les choix risqués et les choix sûrs. Donc, au moment, on regarde dans le cerveau ce qui se passe au moment où les gens vont cliquer sur un choix risqué ou vont cliquer sur un choix sûr, eh bien, on trouve une différence au niveau du cortex orbitofrontal latéral gauche, cette fois-ci. Et si on extrait ce qui se passe dans cette région entre les trois groupes, et différemment lorsqu'ils font un choix risqué ou lorsqu'ils font un choix sûr, ce que nous montre ce graphique. Alors, dans la partie de gauche, ce sont les sujets sains. Vous voyez en rouge les choix risqués, en bleu les choix sûrs. Vous voyez qu'il y a une très grande différence d'activation entre les deux. Et plus la différence est grande, meilleur sera le choix. C'est comme si leur cerveau avait appris à vraiment discriminer les choix risqués et les choix sûrs. C'est le processus d'apprentissage. Rappelez-vous comment est fabriquée cette tâche, et qui va leur permettre d'éviter les choix risqués et d'aller vers les choix sûrs. Donc cette région semble impliquée dans la discrimination entre le niveau de risque, finalement associé avec les options, et la capacité d'apprendre de ces expériences. Vous voyez que cette différence, elle existe aussi chez les patients contrôle, qui sont représentés au milieu, mais pas du tout chez les suicidants. Donc les suicidants, au bout de 100 choix, n'ont pas été capables au niveau cérébral de discriminer les choix sûrs et les choix risqués, c'est ce qu'on avait montré au niveau comportemental, mais on le montre ici au niveau physiologique, en termes d'activation cérébrale, d'où l'idée, j'y reviens, que les suicidants ont un système de valeurs qui ne fonctionne pas bien et qui ne leur permet pas de faire des choix avantageux, ici dans une condition de choix abstrait monétaire.
Alors, je vous rappelle, rentré à Montpellier après Londres, et donc on a essayé à nouveau de répliquer, même population que tout à l'heure, les sujets masculins, normotimiques, et on n'a pas pu répliquer ce résultat, ce qui est à peu près pas surprenant, puisque, encore une fois, la prise de décision est une fonction très complexe, et notamment celle qui est mesurée par l'Iowa Gambling Task, qui implique plein de régions. Ceci dit, on trouve une différence d'activation entre les suicidants et les patients contrôle, mais cette fois-ci dans une région plus postérieure et plus supérieure, qui est le cortex préfrontal antérodorsal à gauche. Euh, et vous voyez que les suicidants, à nouveau, sur le graphique de droite, alors attention, les couleurs sont inversées, les choix risqués sont en bleu, les choix sûrs en rouge, mais pour cette région, c'est un profil différent, mais les suicidants sont différents des sujets sains et des patients contrôle. Alors il ne faut pas comparer ce graphique au graphique précédent parce que ça n'est pas la même région et elle n'est pas impliquée de la même manière dans le traitement du risque. Et on voit bien que les suicidants fonctionnent très différemment des patients contrôle et des sujets sains. Donc, vous voyez, la prise de décision risquée des suicidants, ça, c'est essentiellement dû à des différences d'activation du cortex préfrontal, alors ventral et orbitofrontal, mais aussi plus dorsolatéral. Ça fait intervenir le traitement du risque, qui semble différent chez les suicidants des autres groupes. Euh, et donc ça permet vraiment de différencier les suicidants des deux autres groupes. Et donc cette hypothèse que les suicidants auraient une capacité moindre à donner de la valeur au risque, ce qui expliquerait ces anomalies de prise de décision. Bon, je continue à vous donner un peu des informations sur mon cheminement, mais donc après Montpellier, je suis parti à Montréal. Et à Montréal, j'ai monté une étude qui me tenait à cœur, qui était de mesurer la prise de décision chez les apparentés biologiques de personnes qui s'étaient suicidées. Alors je vous rappelle, les apparentés, eh bien finalement, comme on l'a montré, avoir dans sa famille un suicide, c'est un facteur de risque suicidaire, et peut-être probablement par la transmission de traits et de facteurs génétiques. Alors la question c'était, est-ce que les traits cognitifs aussi pourraient se balader dans la famille? Donc on a recruté 3 groupes de sujets, des hommes et des femmes cette fois-ci, donc 17 personnes qui sont des apparentés de premier degré biologique, dont frères et sœurs, parents, enfants, et qui eux-mêmes n'avaient jamais fait de tentative de suicide. Alors leur apparenté qui s'est suicidé devait par ailleurs souffrir d'un trouble dépressif, donc c'était vraiment compliqué à recruter. Et on les a comparés à 2 groupes de contrôle, des 16 personnes qui sont des apparentés de premier degré de personnes qui ont fait des dépressions, mais il n'y a aucune histoire personnelle ou familiale d'actes suicidaires. Et puis 19 sujets sains, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune histoire de trouble mental ou d'actes suicidaires, personnel ou familial, jusqu'au second degré biologique. Donc aucun n'était déprimé au moment du test, et aucun ne recevait de traitement médicamenteux. Alors, les patients, les apparentés de suicidés étaient légèrement plus âgés que les groupes contrôle, donc toutes les analyses ont pris en compte l'âge. Un premier résultat, ce sont les résultats comportementaux de prise de décision. Vous voyez en bleu les sujets sains, avec leur courbe d'apprentissage qui va vers le haut. En rouge, les apparentés de déprimés, sans histoire familiale, personnelle de suicide, qui aussi apprennent, et en vert, les apparentés de suicidés, qui, à la fin du test, décident d'aller vers les choix risqués. Alors la différence, évidemment, est plus faible que pour les suicidants, mais je vous rappelle que ce sont tous des sujets sains. Ce sont des gens qui n'ont aucune histoire de conduite suicidaire. Alors, pas complètement simple, certains ont fait dans le passé des dépressions parmi les apparentés de suicidés, mais assez peu finalement. Mais la différence entre
les apparentés de patients en contrôle et les apparentés de suicidés, c'est qu'il y a quelqu'un dans la famille proche, au premier degré, qui s'est suicidé. C'est même pas le sujet lui-même. Eh bien, ça suffit à mettre en évidence une différence significative. Et dans un deuxième article, eh bien, on est allé regarder dans le cerveau ce qui se passait au moment où il prenait ces décisions. Eh bien, on trouve une différence significative entre les apparentés de suicidés et les deux autres groupes contrôle dans différentes régions du cortex préfrontal, donc des régions ventro-médianes et dorso-latérales, certaines à gauche, d'autres à droite. Donc on arrive en IRM à identifier des différences significatives entre des apparentés de suicidés, des apparentés de déprimés et des personnes qui n'ont pas d'histoire familiale de suicide ou de troubles mentaux. Donc suggérant que la prise de décision risquée est un trait cognitif héritable. Et donc ça nous amène à la question, est-ce que finalement la prise de décision risquée est un endophénotype de conduite suicidaire? On a vu ça au cours précédent. Eh bien, on a presque tous les critères, finalement, c'est associé aux conduites suicidaires. On trouve ça chez les suicidants. C'est retrouvé même quand les gens sont en rémission de dépression. C'est retrouvé chez les apparentés non suicidants. Et par contre, il nous manque la donnée sur la stabilité longitudinale qui est possiblement pas très très bonne. Alors, est-ce qu'on pourrait améliorer la prise de décision? Je vous présente les résultats d'une étude qui est menée par un collègue de Montréal, qui s'appelle Marcelo Berlim, qui a étudié cela chez les sujets sains en stimulant le cortex orbitofrontal gauche et le cortex orbitofrontal droit à l'aide d'une technique qui s'appelle la TDCS, la Transcranial Direct Current Stimulation, c'est-à-dire une stimulation par un faible courant électrique. Et ce qui montre, donc il fait passer la Wah Gambling Task, 30 minutes de TDCS et refait passer la Wah Gambling Task, et il montre une amélioration, même chez les sujets sains, des performances de prise de décision par stimulation à gauche ou par stimulation à droite, mais on ne trouve pas cette amélioration chez les sujets qui avaient une stimulation sham, c'est-à-dire une stimulation contrôle, il n'y avait pas de stimulation en réalité. Donc on est en train d'essayer de répliquer ce résultat à Paris dans une population clinique, voir si effectivement on pourrait démontrer qu'une stimulation peut améliorer les capacités de prise de décision. Vous voyez, c'est intéressant parce que là, on aurait un traitement d'un facteur cognitif de vulnérabilité. On n'est pas dans le traitement de la crise, mais dans le traitement de la vulnérabilité. Autre piste, les traitements pharmacologiques. Alors pourquoi pas le lithium? On en reparlera. Le lithium est indiqué dans la prévention des actes suicidaires. Et mon collègue Marc Adida, à Marseille, en reprenant des données de Marseille, de Montpellier et d'Oxford, avait montré que les patients bipolaires, qui souffraient d'un trouble bipolaire et qui étaient sous lithium, avaient des niveaux de performance de prise de décision qui étaient comparables à des sujets sains et bien meilleurs que des patients qui souffrent d'un trouble bipolaire et qui recevaient un autre type de traitement que le lithium. Et dans une étude que j'ai menée à Montréal, chez les patients déprimés sans médicaments, eh bien, on trouvait une corrélation inverse entre le niveau de prise de décision et le niveau d'inositol mesuré par spectroscopie. C'est une technique d'IRM. On va mesurer dans une région cérébrale, qui était là le cortex dorsolatéral préfrontal droit, une corrélation inverse donc avec le niveau d'inositol. Et alors c'est intéressant parce que donc, ces patients n'étaient pas traités par lithium, mais ce qu'on montre, c'est que donc il y a une corrélation entre la variabilité naturelle dans le niveau d'inositol et les performances de prise de décision. Or, l'inositol est une des cibles du lithium. Donc les gens qui avaient un niveau d'inositol plus élevé avaient de meilleures performances de prise de décision. Donc on a quelques pistes qui pourraient nous faire penser que peut-être le lithium améliorerait, pourrait agir en termes de prévention du suicide en améliorant certaines fonctions cognitives et peut-être la prise de décision. Alors l'étude clinique que je vous présente là à gauche n'est pas une étude
randomisée, hein. Donc il pourrait y avoir des biais. L'étude à droite n'est pas une étude avec du lithium. Donc c'est une étude à faire, finalement, voir en randomisant les patients, voir par exemple lithium versus placebo, si le lithium effectivement induit bien des modifications d'inositol qui eux-mêmes sont responsables de modifications de prise de décision et dans le sens d'une amélioration. Alors, nouvelle partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, le resting state, donc, qui fait l'objet de beaucoup de recherches en imagerie en général, dans les maladies mentales notamment, et aussi dans les conduites suicidaires. Voici une étude publiée avec mon collègue Gerd Wagner qui travaille à Jena, donc sur des données de Montréal, des données américaines également, et des données de Jena, et on a comparé 4 groupes de patients cette fois-ci, donc plutôt 4 groupes de participants, des patients avec une histoire personnelle de tentative de suicide, 53, des patients avec une histoire d'idées suicidaires mais qui n'ont jamais fait tentative de suicide, 48, des patients sans idées suicidaires et sans histoire de tentative de suicide, 55, et des sujets sains, 107. Donc 4 groupes qui nous permettent de distinguer les suicidaires, à la fois des suicidants mais aussi des patients non suicidaires et non suicidants, et des groupes très conséquents. Et on a utilisé une technique, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle ALF, donc l'amplitude des fluctuations à basse fréquence. Et globalement, ce qu'on trouve, là aussi sans rentrer dans les détails, c'est qu'il y a une différence très nette entre les suicidants et les autres groupes. Je vous montre ici deux régions. En haut, le cortex préfrontal ventrolatéral droit, et en dessous, une région sous-corticale qui est l'hippocampe droite. Et vous voyez qu'il y a une diminution en fait de la connectivité de cette région entre différentes régions corticales chez les suicidants, mais une augmentation de la connectivité pour la région sous-corticale chez les suicidants. Donc un résultat qui nous dit deux choses. D'une part, c'est une histoire de connectivité fonctionnelle entre différentes régions, à la fois corticale et sous-corticale, avec peut-être une discordance dans la connectivité corticale et sous-corticale. Et d'autre part, encore une fois, les suicidants sont différents des personnes suicidaires. Donc il y a des éléments dans ces différences de fonctionnalité cognitive qui pourraient sous-tendre la transition suicidaire. Et toujours avec Gert, on a publié un autre papier en 2019 qui était basé sur ces données de Montréal chez les apparentés que je vous ai déjà présentées. Et on a utilisé un type d'analyse qui s'appelle le Graph Theory. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça mesure, mais un des paramètres que ça mesure s'appelle assortativity, et c'est compris comme une mesure de la résilience du système. C'est-à-dire finalement, si on coupait certaines des connectivités, est-ce que le système continuerait à fonctionner? Alors, résilience, évidemment, pour nous cliniciens, ça parle beaucoup. Et ce que montre ce graphique, c'est que les apparentés de suicider ont une assortativité qui est plus faible, donc grossièrement une résilience qui est moins bonne que les apparentés de déprimés et que les sujets sains. Et cette connectivité, elle concerne différentes régions, vous voyez à droite, des régions préfrontales, des régions pariétales et des régions sous-corticales. Donc la connectivité globale ne fonctionne pas bien et elle entraîne finalement une faible résilience du système au stress. Alors ça, c'est un résultat tout à fait fascinant. Et donc on retrouve cette résilience abaissée chez des apparentés de suicidés. Donc là aussi, ça serait un trait qui serait héritable. Alors j'ai pas le temps de parler de beaucoup d'autres choses qui ont été étudiées dans le champ des neurosciences cognitives des conduites suicidaires, les fonctions exécutives, la référence à soi, le traitement de la douleur psychologique, j'en ai un petit peu parlé, mais il y aurait plus à dire. Tout ce qui est résolution de problèmes, on en a un petit peu parlé dans un cours précédent, la mémoire autobiographique, d'autres domaines de la mémoire, on a montré dans une méta-analyse avec Stéphane Richard devant toi que effectivement les suicidants ont différentes anomalies
mnémsiques, en comparaison de patients contrôle et de sujets sains, tout ce qui est de l'ordre de l'attention et de la mémoire de travail, euh, les biais attentionnels vers les signaux de suicide, les associations implicites qui sont beaucoup étudiées en ce moment pour essayer d'identifier dans les processus, lorsque les gens sont en crise suicidaire, processus implicite, l'affluence verbale, qu'on a du mal à expliquer, qui ressort très régulièrement chez les suicidants, l'influence verbale qui est moins bonne, et puis certains types de lésions structurelles qu'on retrouve en séquence T2 en IRM, qui sont des lésions de la substance blanche périventriculaire, alors qu'on retrouve aussi chez les patients déprimés, qu'on retrouve de manière plus importante chez les suicidants. Alors on essaye de résumer tout ça, encore une fois par un modèle, on essaye vraiment de modéliser cette complexité toujours, donc ça c'est un modèle très neuroanatomique qu'on avait proposé en 2011 et que j'ai modifié en 2017. L'idée étant d'essayer de trouver une corrélation finalement entre certaines régions cérébrales, certains processus cognitifs et certaines étapes de la crise suicidaire, vous voyez en haut, donc une vulnérabilité qui facilite le déclenchement de crises suicidaires, un état émotionnel intense, des idées suicidaires jusqu'à l'acte suicidaire, qui reposerait sur trois grands déficits cognitifs, finalement, une modulation déficiente de l'attribution de valeur, qui fait qu'on va donner à notre environnement social une valeur très très importante, notamment s'il y a un sentiment de rejet, d'exclusion sociale, de désapprobation et d'injustice, mais aussi ce déficit de modulation de valeur sous-tend les anomalies de prise de décision. Cette fois-ci, une incapacité à donner de la valeur au risque. Vous voyez, c'est du tout ou rien finalement, ce qui avait déjà été décrit, par exemple par Schneidman et d'autres, de cette pensée très dichotomique du suicidant. Hein. C'est tout ou rien. Mais ça manque de nuances. Eh bien, peut-être que, voilà, au niveau cognitif, on a ça. C'est-à-dire, je donne beaucoup de valeur à certains signaux, par exemple les signaux sociaux dont on a parlé, mais je n'arrive pas à donner, mon cerveau n'arrive pas à donner une valeur adéquate au risque, ce qui m'amène à ces anomalies de prise de décision. Alors, il y a un deuxième grand champ qui est celui du déficit de régulation des émotions et de la réponse cognitive, qui sous-tendrait les capacités altérées de résolution de problèmes, l'affluence verbale, etc. Également le focus excessif sur soi-même, les ruminations et les déficits de régulation de la douleur. Et puis un troisième champ qui est celui de la facilitation du passage à l'acte et de la modulation de l'action qu'on retrouve dans une réponse, une inhibition de réponse diminuée et peut-être le choix des moyens. Alors tout ça serait sous-tendu par différentes régions cérébrales qu'on a vues, le cortex préfrontal avec différentes sous-régions, le cortex pariétal, le striatum et le cortex préfrontal ventrolatéral avec ses connexions amygdaliennes. Dernière diapositive de ce très long cours. Récemment, John Mann, dont j'ai déjà parlé, un chercheur américain qui travaille à Columbia, a tenté de faire finalement une version biologique de son modèle stress-diathèse. C'est un schéma un petit peu compliqué, je suis désolé. Vous voyez en haut les facteurs génétiques et épigénétiques qui vont agir à différents niveaux. Vous voyez à gauche des facteurs de stress, donc maladie psychiatrique et facteurs interpersonnels, financiers, externes. Et de l'autre côté, la diathèse, donc la vulnérabilité. Alors il met dans cette vulnérabilité la détresse subjective, la prise de décision déficitaire, les troubles d'apprentissage et de mémoire et les distorsions des cognitions sociales, qui rattachent, vous voyez, de manière un peu compliquée à différentes régions cérébrales, mais aussi systèmes biochimiques, notamment la sérotonine, alors la noradrénaline, même si ça n'a pas été montré de manière très très claire, mais aussi le glutamate et le système opioïde finalement pour la douleur psychologique, et également un certain nombre de circuits, donc le circuit HPA, vous voyez totalement à droite, des facteurs neurotrophiques et l'inflammation. Donc, à nouveau, une tentative de modélisation
de tous ces déficits qui ont été montrés, alors à la fois cliniques, neurocognitifs, biochimiques, génétiques, épigénétiques, vous voyez, c'est une tentative un peu complexe de modélisation de tout ce qu'on a vu durant ces 3 cours. Voilà, c'est un cours un peu long, désolé, vous allez pouvoir souffler maintenant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous à bientôt.